Bonjour. Vas-y. D'abord, j'invite tous nos spectateurs à s'inscrire sur le site de l'Institut Schiller pour la grande conférence internationale par Internet que nous faisons ce samedi 13 à partir de 17 heures sur le plan OASIS, c'est-à-dire le plan global de développement économique et fondement de la paix pour toute la région. C'est un plan imaginé par Lino Larouche en 1975. Donc cette conférence aura lieu ce samedi 13 à 17 heures et j'invite tous les spectateurs donc à s'inscrire directement sur le site de l'Institut Schiller France parce qu'il y aura une traduction donc simultanée en français. Donc le Ouais. monde entier est en train de suivre évidemment ce qui se passe à Gaza, où il y a un pseudo-retrait ou une préparation des troupes israéliennes. Il paraît même que Netanyahou a déjà annoncé la date de la riposte sur Rafah, alors qu'il y a des négociations, évidemment, et que donc il y a quand même des camions qui passent, et donc évidemment le monde entier s'interroge quelle va être la suite des opérations et qui a les cartes en main pour, euh, pour faire bouger les lignes. Bon, écoutez, d'abord, Netanyahou n'est pas seul dans cette affaire, dans ce sale boulot. Il a derrière lui les États-Unis et l'administration en place, et le président Biden. C'est lui, avec son ministre des Affaires étrangères, son ministre de la Défense, qui sont venus accourus au chevet d'Israël en prétendant, enfin, dès le 8 octobre, le lendemain de l'opération de la résistance palestinienne, hein, le déluge de l'Aqsa, et ils ont accouru sous la devise euh, qu'Israël a le droit de se défendre. Et le peuple palestinien est contesté dans son droit à se défendre depuis 75 ans qu'il est mortifié, qu'il est massacré. Et, et depuis 17 ans, il est dans une grande prison, une prison à ciel ouvert. Il n'a pas le droit de se défendre. Bon, ils lui ont donné libre cours. Il a commis tout ce carnage. Hein. Même la pitié humaine n'existe pas. On dirait que c'est une machine de guerre. Elle fonctionne au moyen d'une intelligence artificielle qui n'a pas de sentiment. C'est des machines à tuer. C'est ça, monsieur Netanyahou. Et, euh, et rien qu'à voir les pratiques immondes, absolument inhumaines, quand ils s'acharnent contre les hôpitaux, l'hôpital à Chifa, hein, l'autre jour, enfin, le témoignage d'Israéliens même, qui ont quand même du sentiment, eh ben, ils voient là-dedans enfin, des psychopathes. Ce n'est pas une armée. Les pratiques macabres auxquelles elles se livrent, on s'étonne qu'il y ait que cette armée qu'on a pendant si longtemps euh, enfin, adulée et classée comme l'une des meilleures au monde, se livre à ce genre de pratique et se révèle d'une telle impuissance. Et puis, c'est une armée de couards, de lâches. Eux, ils sont très forts avec les moyens technologiques, les armes de destruction de masse, les avions, les bombardiers, et tout ça vient des États-Unis. Bon, je ne parle plus de leur tank, hein, euh, ce tank qui était le fleuron de l'industrie, la Merkava, le fleuron de l'industrie militaire israélienne, qui a été réduite à de la ferraille inutile qui ne se vend plus. Par qui? Par les résistants palestiniens. Et pourquoi? Parce que les Palestiniens se livrent à des combats corps à corps, hein, du degré zéro contre les tanks et les font exploser avec ceux qui les habitent à l'intérieur, alors que les autres n'osent pas sortir
hein, n'osent pas apparaître sur le champ de bataille. Je ne vais pas parler de tout ça. C'est pour dire simplement que cette supériorité avait toujours été donnée à Israël par les États-Unis. Et cette fois-ci, une fois de plus, la règle n'a pas changé. Pendant 6 mois, M. Biden a donné libre cours avec son ministre des Affaires étrangères, son ministre de la Défense. Ils ont établi un pont aérien pour l'acheminement des armes lourdes, l'acheminement des bombes allant jusqu'à 2011, hein, qui larguent sur des grands espaces comme l'hôpital évangéliste et qui a fait 500 morts dans un seul coup de massacre en l'espace d'une heure ou deux. Bon, et tout ça a été pratiqué sous les yeux bienveillants. Il a été largué en l'espace de moins de 6 mois sur Gaza, autant que plus même, plus que l'équivalent de 3 bombes atomiques du calibre qui a été largué sur Hiroshima pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, et subitement, l'Israélien n'a rien obtenu. C'est vrai qu'il a pratiqué un génocide inégalé, jamais connu. Il a descendu plus de 75, 70 à 12% à ce jour des bâtiments construits dans la région de Gaza. Il a, il a tué, il a tué près de 35 000 personnes, dont plus de 70% sont des enfants et des bébés en bas âge et des femmes. Ils ont fait tout ça. Ça, c'est des exploits de Tsahal. Mais combien ils ont perdu de leur armée, leurs officiers, leurs soldats, de leur équipement militaire, etc. Ça, ils n'en parlent pas. Mais nous savons combien ils ont perdu. Ils en ont perdu énormément parce que les Palestiniens les affrontent dans des combats d'homme à homme où les Israéliens sont des couards. Alors, qu'est-ce qui a fait changer? Donc le repos, ça, ils en avaient vraiment besoin. Ça, Ils en avaient besoin. Ils avaient besoin de se reconstituer. Et d'ailleurs, on a vu, et ça a été un spectacle désolant pour les Israéliens, et ça a fait rigoler le monde entier, quand cette division d'élite s'est retirée, comment elle s'appelle, je me souviendrai de son nom, il y a 2 mois. Et quand ils ont été retirés de la zone de combat, ils ont fait une fête parce qu'ils n'en pouvaient plus. Ils se voyaient comme livrés à une bataille inégalée. C'est vrai qu'ils ont des moyens de destruction massive, mais même leurs tanks ne servent plus à les protéger. mais Pourquoi? actuellement, alors, est-ce que Rafah, il y aura vraiment une offensive israélienne Alors ou justement, ça fait partie des négociations sur les otages? alors, partie pas de la négociation sur les otages. Ça fait partie de la véritable décision de l'administration américaine et de M. Biden. Est-ce qu'ils sont sérieux quand ils disent que eux, ils ne veulent pas laisser s'élargir le champ de bataille et donc embraser toute la région, ou est-ce qu'ils veulent confiner ce conflit et, remettre la pendule à l'heure et remettre les choses sur les rails qui permettent de retrouver euh, un terrain, un terrain de compromis, n'est-ce pas, qui mettent un terme à cette guerre jamais égalée par son atrocité. La question est celle-ci. Est-ce que M. Biden est sérieux? J'espère qu'il le sera, Hmm. parce que l'électorat américain a compris et il n'a pas l'air de vouloir lui tolérer davantage d'excès dans, dans euh, cette protection d'Israël et de Netanyahou qui poursuit la guerre cette fois-ci, non pas tellement
dans l'intérêt d'Israël, mais dans son propre intérêt, son intérêt personnel. Parce qu'il sait que si la guerre s'arrête maintenant, il va aller droit en prison. Déjà, il a été retardé, son envoi en prison a été déjà retardé, parce qu'il est poursuivi depuis plusieurs années sur, pour des raisons de corruption dont il est accusé. Et à cela, il s'ajoute désormais l'état de non-préparation dans lequel avait été laissée l'armée face à la résistance palestinienne, et puis cette armée cette impuissance dans laquelle le Tsahal s'est avéré être incapable d'atteindre n'importe lequel des objectifs qui lui ont été fixés. Il Oui, voulait parce que ramener les dirigeants un du Hamas sont toujours pas en liberté. comment? Les dirigeants militaires du Hamas sont Oui. toujours pas éliminés. Voilà, ils ne sont pas éliminés. Ils voulaient les éliminer. Voilà, bon, ils continuent à se battre, des héros vaillants. Un. Deuxièmement, ils voulaient, ils voulaient libérer les otages inconditionnellement, etc., par leurs propres forces. Tout ce qu'ils ont réussi à faire, c'est de tuer un certain nombre d'entre eux par ces mêmes raids qu'ils lancent contre les Palestiniens. Mais il se trouve que les otages israéliens enfin, sont installés parmi les gens qui, enfin, ceux qui sont assujettis à ce été touchés. Donc, il y en a une soixantaine qui ont Mm. été tués par l'armée israélienne. Et je ne parle pas de ceux qui ont été tués délibérément, comme quoi par erreur, alors qu'ils portaient et sortaient de leur refuge. Vous vous en souvenez, hein, ils sont sortis avec le drapeau blanc, mais on a tiré quand même sur eux. Et Eh ils ont oui, été tués tous les trois. Donc, c'est oui. tout ce qu'ils ont fait. Donc, aucun objectif parmi ceux qui ont brandi, que Netanyahou a brandi dès le départ, aucun objectif n'a été atteint. Bon, comment en massacrant Rafah, il va l'atteindre? Ça, il y a peu à parier. Il n'y aura qu'un massacre de plus. Et, et ce massacre, s'il devait avoir lieu, il serait sur la conscience unique de M. Biden. Il est le seul à pouvoir l'empêcher. Le seul. Il lui suffira de fermer le robinet des aides militaires et autres que militaires et financières, des milliards de dollars que, qui, sont, qui, continuent qui continuent à être dispensés à Israël pour l'effort de guerre pour faire face aux effets dévastateurs de la guerre sur leur propre économie, qui sont en train de ruiner leur économie. Mm. Bon, alors, quelle va être l'issue? L'issue va dépendre de la véritable position de M. Biden. D'accord. Est-ce que dans ce contexte, la tribune que vient de faire publier Emmanuel Macron, le président français, avec ses homologues égyptiens et jordaniens, ils ont publié donc une tribune dans quatre grands journaux dans le monde, Washington Post, Al Rai en Jordanie et Al Haram en Égypte, Voilà. euh, appelant donc à l'application de la résolution du Conseil de sécurité du 25 mars qui exigeait euh, la mise, donc un cessez-le-feu immédiat. Est-ce que est-ce, est-ce que c'est pour faire pression sur Biden? Est-ce que c'est pour calmer les opinions publiques des pays en question? Ou est-ce que c'est vraiment utile? Écoutez, c'est pour toutes ces raisons. Parce que, bon, au départ, ils ont tous, non, sans les Arabes, mais les Arabes n'ont pas fait grand-chose, hein, c'est les Arabes. Mais M. Macron, au début, le 8 octobre, il s'est rendu comme tous les autres
leaders occidentaux derrière Biden et son ministre des Affaires étrangères qui vient dire aux Israéliens qu'il vient d'abord en tant que juif avant d'être américain. Très bien. Et puis, tous sont venus au nom du droit qu'a Israël de se défendre. Le droit d'Israël à se défendre. Mais il s'est avéré par la suite que l'autodéfense d'Israël, c'est tellement embarrassant. Les masses populaires ne marchent pas, qui tournent au défi qu'on appelle l'égalité, légitimité interne. Bon, enfin, ils se réveillent. Ici et là, comme on en dire, il n'y a pas longtemps, On a un petit problème encore avec le son. à un moment donné, il s'est absenté pendant quelques années et maintenant il est revenu. Mais il est revenu renforcé par le soutien affiché et de plus en plus militant pour la cause palestinienne et il l'a emporté son arrondissement électoral qu'il a proclamé comme euh, euh, un Israel Free Zone. Israel Oui, Free Zone. Hein, oui, et ceci contre les deux grands partis traditionnels réunis en Angleterre, en Grande-Bretagne. oui. Et Donc on assiste, les peuples sont en pas France, dupes. Les peuples voilà. européens sont pas Alors en d'accord avec France, leurs les dirigeants. choses, tout à fait. Donc, et les peuples, donc, dans les pays occidentaux, il y a une bipolarisation entre le peuple d'un côté, les dirigeants de l'autre. Oui, Le même phénomène a pu être observé au sein de communautés juives un peu partout, notamment on voit les honnêtes, les honnêtes gens juifs qui font des marches, qui haussent leur voix contre ces massacres, ces génocides absolument barbares qui se mettent en leur nom et en les dénonçant. Bon, donc d'accord. Pour il y a avancer, une pour, bipolarisation et je crois que c'est oui, pour avancer, euh, l'autre question sur laquelle beaucoup donc s'interrogent, c'est sur la riposte iranienne. Le 1er avril, donc, il y a eu une frappe contre le consulat iranien à Damas qui a fait au moins 13 morts, dont deux généraux des gardiens de la révolution. Euh, C'était apparemment de 6 missiles qui ont tiré par des chasseurs F-35 israéliens et qui ont détruit tout le bâtiment. Et donc, il semble désormais clair qu'il y aura, sous une forme ou une autre, une réponse iranienne. Selon vous, quelle forme prendra cette réponse et dans quel délai de temps? écoutez, je crois d'abord, pour le temps, évidemment, ils ne livrent leur secret à personne, les Iraniens. C'est eux qui vont décider. Mais je pense qu'ils pardon, ils ne vont pas laisser pourrir la situation. Maintenant, c'est un euh, momentum convenable et je pense qu'ils ne vont pas tarder à lancer leur poste. Ah, où est-ce qu'il, où est-ce que cette riposte est susceptible d'avoir lieu? On peut envisager trois hypothèses possibles. Ou bien, ce serait une opération contre les ambassades, telle ou telle autre ambassade ou consulat israélien dans le monde. Ça pourrait être une riposte à travers, par l'intermédiaire de l'un ou l'autre, de ce qu'on appelle les bras armés, autrement dit les autres branches de la résistance
de l'axe de la résistance dans la région du Moyen-Orient, le, le Hezbollah, les Houthis au Yémen, la résistance irakienne, etc. Donc, donc c'est la deuxième. Et la troisième, c'est la voie de l'opération, de l'action directe par un instant, s'il vous plaît. On peut éteindre un peu un instant. Je terminé. OK. Bon, ça. Euh, donc, la troisième possibilité, c'est celle de l'action directe, une opération directe qu'exécuterait l'Iran euh, par ses propres moyens. Personnellement, je pense que les deux premières hypothèses sont à exclure. L'Iran ne va pas réagir sur une ambassade ou un consulat israélien à travers le monde, euh, parce que quand même, euh, cela, par là, l'Iran s'inscrirait en faux par rapport à l'égalité internationale, même si elle a bien de prendre ses distances envers elle, mais l'Iran dénonce ce genre de défi ou de dépit israélien envers l'égalité internationale et ne vont pas se livrer à des pratiques qui se mettraient sous la même enseigne. Donc, j'exclus ça. Deuxièmement, j'exclus une riposte euh, par l'intermédiaire des uns ou des autres parmi leurs amis dans la région, parce que ça embarrasserait leurs amis. Et ça, ça servirait à la cause des ennemis. Imaginez que ils chargeraient le Hezbollah de faire la riposte. Mais par là, ils créeraient euh, on- c'est avec grande difficulté que les opposants de Hezbollah enfin, se résignent à, à le laisser faire dans cette résistance aux agressions israéliennes. Mais personne n'est prêt à le soutenir en s'érigeant en un agent d'exécution des volontés iraniennes. Mm. Donc, et le même embarras serait creusé pour n'importe quelle autre branche de la résistance qui en serait chargée. C'est pourquoi je pense, et d'ailleurs il n'y aurait pas trop d'héroïsme pour les Iraniens à vouloir toujours s'abriter derrière leurs amis. C'est pourquoi je pense personnellement que cette fois-ci, ça va être une opération directe et très probablement, ils ont des fusées balistiques qu'ils peuvent mobiliser à partir des territoires iraniens lui-même. Voilà, je pense, moi, à moins euh, qu'ils ne se ratent sur une solution, toujours par leurs propres moyens, une opération qui toucherait, qui assassinerait une grosse tête israélienne en Israël. Bon, Mhm. et je ne vois pas qu'ils le feraient par l'intermédiaire de quiconque d'autre qu'eux-mêmes. D'accord. Par rapport au Liban, alors, j'ai lu que Israël menace maintenant de faire appliquer par la force la fameuse résolution 1701 qui date de 2006. Et Ouais. est-ce que vous voyez vraiment un danger d'extension du conflit avec le Liban? Écoutez, personne ne peut exclure quoi que ce soit. Avec avec des têtes brûlées et qui sont aux abois en plus. Euh, comme Un ceux psychopathe qui qui perd la mènent guerre la... devient encore plus dangereux. Alors, on ne peut pas exclure, mais moi, enfin, je dois citer pas mal de généraux à la retraite, généraux israéliens, pas mal d'hommes politiques, pas mal d'intellectuels qui mettent en garde, là-bas en Israël, qui mettent en garde Netanyahou
en lui disant, c'est pas une promenade au Liban. Et d'ailleurs, moi, je me force nous est de constater qu'on est au début du septième mois de guerre génocidaire. En l'espace de plus de 6 mois, ils ont utilisé tous les moyens, toutes les armes de destruction, et ils n'ont pas pu ramener un otage, sauf euh, ceux qui ont été libérés par la résistance palestinienne au terme d'un compromis, enfin un échange quand il y a eu une accalmie, hein, qui a duré quelques jours. Et donc, ils n'ont rien pu. Alors Gaza, c'est un territoire exigu. Bon, vous allez me dire, le Liban est un petit territoire. Mais quand même, dans la région, Gaza est aussi grande que la région habite. Moi, là où je parle, je suis dans la région de Byblos, 360 km². Ça, c'est la superficie de Gaza. Alors qu'au Liban, Byblos, la région, c'est un casa. Nous avons 24 casas au Liban. C'est vous dire que quand même, c'est pas un tout petit, un minuscule territoire. Et nous avons toutes les frontières, sauf celles au sud, qui sont ouvertes devant nous pour nous approvisionner, pour de toutes choses. Et nous avons des amis en plus qui soutiennent. Alors Netanyahou, lui qui n'a rien pu contre Gaza, qui est une prison à ciel découvert, une grande prison, où sont stockés 2,5 millions d'individus, ce qu'il en reste après la disparition de 35 000 à 40 000 tués et disparus, sans compter les grands blessés, dont le nombre se chiffre désormais à plus de 80 000. Hein? Donc, il n'a rien pu, alors que c'est une région encerclée depuis 17 ans. Elle a du mal à acheminer des vivres, à acheminer de quoi pouvoir construire une maison ou reconquérir été détruite par Israël. Et ils n'ont rien pu contre eux. Ils vont pouvoir atteindre des objectifs de ce genre avec le Liban. Eh bien, bonne chance. Ils sont déjà venus en 2006. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Hein? Ils ont été traînés dans la boue par le Hezbollah. Un. Et deuxièmement, le Hezbollah a désormais des moyens pour faire face qui sont incommensurablement plus importants et menaçants que ceux dont il disposait en 2006. Imaginez que le Hezbollah a désormais les moyens de mettre un terme à la supériorité aérienne d'Israël. Il y a près d'un mois, ils ont descendu le, le drone Hermès 450 qui était un fleuron de cette industrie. Mais maintenant, c'est l'Hermès 900 qui a été abattu l'autre jour, il y a 4 ou 5 jours. Et c'est dire que par quels moyens, et heureusement qu'ils ne peuvent pas nous larguer une bombe nucléaire, parce que l'Occident a laissé Israël avoir des bombes nucléaires, mais pas les pays arabes. Hein, les Arabes n'ont pas le droit, et les Iraniens n'ont pas le droit non plus de disposer de l'arme atomique. Mais ils l'auront contre le gré de l'Occident. Mais heureusement qu'Israël ne peut pas nous larguer une bombe atomique parce on n'est pas trop loin, parce qu'ils risquent d'avoir autant de dévastation chez eux par cette même bombe. Donc, en deçà de la bombe atomique, à quoi disposent-ils pour nous menacer? Est-ce qu'ils peuvent détruire au Liban? Oui, ils peuvent détruire ça, incontestablement. Mais
le Hezbollah a les moyens de tout détruire en Israël. Tout. Déjà, il a délogé tous les colons des villages, enfin des colonies frontalières, ce qu'on appelle le nord d'Israël. Eh ben, ça fait 6 mois qu'ils sont en dehors de chez eux et vous n'avez qu'à les voir à la télévision ce soir, ils protestent, mais leur gouvernement ne peut rien faire, ni leur armée d'ailleurs. Ils ne peuvent rien faire pour les ramener chez eux. Leur économie est au plus bas. L'agriculture, l'industrie qui est dans le nord de la Galilée, enfin toute cette région-là, le Gauchan qui n'est pas loin, enfin tout ça. Et puis, ils ont un appel à 350 000 enfin, des réservistes pour renforcer les rangs de l'armée, parce qu'il n'y en a pas assez, hein. Et ça a été retiré à quoi? À l'économie. Alors, retiré au secteur productif. Par conséquent, c'est l'économie qui en fait les frais. Est-ce Mhm. qu'ils peuvent se payer en plus de gens, enfin de travailleurs convertis en soldats d'appoint? Un. Deuxièmement, est-ce qu'ils seront en mesure de protéger leurs plateformes avec lesquelles ils volent le pétrole et le gaz du peuple palestinien qui est extrait du sous-marin dans les territoires d'exploitation économique? Est-ce qu'ils sont en mesure de les protéger? Le Hezbollah a les moyens de détruire ces plateformes. Est-ce qu'ils sont en mesure de protéger ou d'empêcher le Hezbollah de démanteler leur système de production et de distribution de l'électricité? Tu vas me dire, ah ben, ils peuvent faire la même chose. Mais sans eux, Dieu merci, les voleurs qui nous ont et les corrompus qui nous ont gouvernés et qui ont volé notre argent public et privé, ils se sont occupés de nous, hein. Ils nous ont mis pendant très longtemps dans l'obscurité. On n'a pas besoin d'Israël, de ses services pour nous mettre dans l'obscurité. Mais nous, on pourrait leur faire faire l'expérience pour la première fois de leur vie. Est-ce qu'ils sont en mesure de prévenir ça? Est-ce qu'ils peuvent protéger, empêcher le Hezbollah de larguer des bombes sur sur leurs dépôts où sont emmagasinés, euh, où est emmagasiné l'ammonium, région de Haïfa? Est-ce qu'ils sont en mesure, est-ce qu'ils ont été capables de protéger leurs sites militaires même, tous ces sites frontaliers, hein, et qui sont là même les infrastructures d'espionnage, de surveillance et de tout ça? Ça a été détruit systématiquement par le Hezbollah. Est-ce qu'ils ont pu le prévenir? Alors, allons donc, qu'ils cessent de chercher, hein, Gesticuler, il ils ne vont gesticule. pas. Voilà, qu'ils cessent de gesticuler, ils ne nous effraient pas. Et je rappelle à ceux qui nous entendent, moi je ne suis ni musulman ni chiite évidemment, je ne suis pas un musulman. Moi je suis un chrétien maronite, mais je suis en train de témoigner des réalités, hein, alors qu'on cesse de fournir des bobards. Tout ce qu'ils cherchent, Netanyahou, ce sanguinaire, c'est d'entraîner les États-Unis dans la galère avec lui. C'est la seule chose qu'il espère. Mais Mhm. est-ce que Biden va être suffisamment sénile pour lui permettre de l'entraîner comme ça? Parce qu'il y a eu des signes, des fois, récemment, par exemple, De grande où il a eu fatigue. du mal à distinguer le président de l'Égypte d'avec le président du Mexique, hein, parce que c'est un voisin. Alors, le voisin et le voisin d'Israël, il a du mal à distinguer entre les deux. Mais j'espère qu'il aura la lucidité qui lui permette de bien distinguer. Parce que
Fini, c'est fini l'époque où les puissances coloniales ou néocoloniales avaient cette latitude de venir détruire, massacrer et partir indemne. Non, c'est fini. Déjà en Irak, ça a marqué un, un- ça a marqué un coup d'arrêt terrible à ces aventures. Et je ne vous parle pas de l'Afghanistan. Récemment, il y a à peine 2 ans, ils se sont retirés en courant. Alors, D'accord. arrêtons de blaguer, hein. Comme dernière question pour conclure notre émission, j'aimerais que vous disiez un mot sur la question des réfugiés syriens et d'autres réfugiés au Liban et le problème de l'intégration et le défi que ça lance à ce pays qui est déjà en très mauvais état lui-même. Ouais. D'abord, il faudrait, pour que ceux qui nous écoutent euh, sachent exactement de quoi il s'agit, il faut d'abord se rappeler du fait que le Liban est l'un des pays les plus exigus au monde. Sa superficie ne dépasse 1542 km². 10 450 km². Donc, c'est aussi grand qu'un département moyen en France. La Syrie, sa superficie, est 27 fois la superficie du Liban. Et, et le Liban a une population résidente qui reste ici, population libanaise, se chiffre à peu près à 4 millions, autour de 4 millions parce qu'il y a beaucoup qui sont partis. Et déjà, Israël nous a fait et a fait au peuple palestinien la grâce de forcer un demi-million d'entre eux à venir se réfugier depuis. Bon, au départ, c'était 132 000 en 1948, à l'époque lors de l'Exode, la Nakba. Et bon, ils se, leur démographie a grandi naturellement comme n'importe quelle population. Et elle compte aujourd'hui autour de 500 000. Bon, il y en a quelques-uns qui partent ici et là, comme les Libanais d'ailleurs, à la recherche de, de travail, enfin, de ressources. Mais s'ils sont réfugiés au Liban, ils vont rentrer au Liban si jamais ils n'ont pas d'autre. S'ils ne rentrent pas chez eux, en Palestine, ils vont rentrer au Liban. Et c'est là que tout est fait pour vous imposer leur implantation. Et du côté des Syriens, nous avons jusqu'à maintenant, selon les services de la Sûreté générale, et je ne parle pas des organisations internationales qui trichent et qui mentent, eux, ils ont enregistré près d'1 million. Selon les chiffres de la Sûreté générale libanaise, et que j'ai tendance à croire, parce que je sais, enfin, j'observe, bon, il suffit de circuler au Liban pour voir. Il y a pas une ville, il n'y a pas un espace ouvert sans que ça soit peuplé par des Syriens. Il y a au moins 2 500 000 Syriens actuellement. Et le chiffre ne fait que grandir à mesure que la crise économique enfin, s'approfondit en Syrie, dans la Syrie, qui est toujours encerclée et elle est sous embargo par les Occidentaux, hein, grâce à la politique de sanctions américaines. Qui sont-ils, ces bandits, pour imposer des sanctions à un pays souverain? Qui leur a donné ce droit d'imposer des sanctions? Et ils se promènent avec eux partout, partout. N'importe qui passe un mot qui ne leur plaît pas, on le sanctionne. Mais qui êtes-vous? Hein? En tout cas, donc 2 500 000
Ajouté aux 500 000 Palestiniens, ça fait 3 000. Autrement dit, autant que les trois quarts, les 75% des Libanais restés sur place. Vous imaginez la France? Elle devient combien? 64 millions maintenant, la France? Oui. Hein? Donc on imagine 50 Autrement millions dit, de réfugiés en France. 50 millions d'étrangers qui viennent s'installer en France. Et on impose à la France de les et de les, et de les, et de leur accorder la nationalité, de les intégrer, comme on dit. Bon. Est-ce que vous imaginez un pays en mesure de survivre avec ça? Alors, ajoutez à ça que, à cause de cette crise économique qui a terrassé le Libanais, il y a eu, à travers les 5 années qui viennent, presque 5 ans, qui se sont écoulées depuis la fin de 2019, il y a eu près de 350 000 jeunes et libanaises qui sont partis. Et cette hémorragie, à la recherche d'endroits où vivre, où déployer leurs talents, ils ont des diplômes et il n'y a pas de travail. Enfin, alors, les Libanais sont sous la pression des conditions de la crise économique, partent, et les étrangers viennent s'installer au Liban avec le plein encouragement et le financement des Occidentaux. Et qui c'est qui est l'instance? Je n'arrive pas à croire que que ça soit l'Union européenne que soit confié le sale boulot de dire au Liban, il faut les garder là. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur pour les droits de l'homme. Ils vont nous. Maintenant, ils nous racontent qu'ils sont soucieux des droits de l'homme. Et les hommes, les droits de l'homme palestiniens, qu'est-ce que vous en avez fait? Ça fait 6, 7 mois. Quand il s'agit des Syriens au Liban, c'est leur droit de l'homme. Il faut qu'ils restent au Liban. Et on leur paie des dollars, des devises. On leur paie ça à condition qu'ils restent au Liban. Au moment même où le Libanais est presque au bord de la faim. Alors, pourquoi ils font ça? Moi, j'ai une théorie. Qui sont ces gens-là? Qu'est-ce qu'il y a de commun entre eux? Ceux qui partent du Liban, pour la plupart, ils sont en train de diminuer le nombre de chrétiens. Non pas parce qu'il y a nos musulmans veulent expulser les chrétiens. Non, mais parce que déjà la taille des familles chrétiennes est plus petite que celle des musulmans. En fait, tous les jeunes Libanais sont en train de partir maintenant. Mais comme m'a dit un de mes amis de Hezbollah, dit, si un ou deux enfants chrétiens partent, la famille, la maison est fermée. Alors que chez nous, s'il part deux, il reste deux avec les parents. Vous voyez, c'est cette différence de taille de la famille. Les chrétiens sont en train de partir, comme ils sont partis partout dans la région de, de la Palestine, de l'Irak, de la Syrie, partout, partout, les chrétiens sont destinés à foutre le camp du Moyen-Orient, pour les beaux yeux d'Israël seul. Et Et donc on est bien dans un qu'est-ce qui scénario, reste au Liban? donc on est bien dans un scénario Pardon? où le Liban a été une société mosaïque où il y avait un vouloir vivre en Oui, commun de gens de toutes les oui, origines différents et que c'est un modèle qui, 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 que dans un calcul cynique géopolitique, il y a des gens qui veulent le conflit et qui veulent détruire ce qui est resté de ce modèle. oui, tout à fait, mais je voudrais quand même vous apporter une dernière information qui est fondamentale. Et c'est pour rendre service à qui? C'est pour rendre service à Israël. Pourquoi? Comment? Comment? Bon, alors même que les chrétiens partent,
Qui sont ces étrangers qui viennent s'installer? Les Syriens sont à plus de 95% des sunnites. Les Palestiniens sont également des sunnites. Et si les chrétiens partent, qu'est-ce qui reste? Il reste deux blocs, deux grands blocs. Un sunnite et un chiite, le Hezbollah. Bombe démographique, parce que il n'y a pas, vous savez, les ressources sont toujours les mêmes, réduites, mais à mesure que la demande sur ces ressources grandit, ça va entraîner une intensification des, une montée des haines, et donc c'est la guerre. Et il ne faut pas être sorcier, c'est une bombe démographique qu'on est en train de planter. Et pourquoi faire? Pour en finir avec le Hezbollah. Israël n'est plus en mesure de vaincre le Hezbollah. Et qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas rendu son vieux rêve qu'on a caressé depuis le triomphe de la révolution iranienne en 70. Tout a été fait pour semer la zizanie entre sunnites et chiites, amener les musulmans à une guerre incivile entre, entre sunnites et chiites. Cette porte a été fermée récemment grâce à beaucoup de facteurs, mais ça a été fait sous égide chinoise. Et il y a une réconciliation entre l'Arabie saoudite et l'Iran. L'Arabie saoudite et les pays du Golfe se sont réconciliés avec Bachar al-Assad et son régime, qu'ils avaient, qu'ils avaient quand même, contre lequel ils s'étaient associés à la guerre, n'est-ce pas, qu'il a visé depuis 2011. Et tout ça pour faire la paix entre eux. Que font nos amis occidentaux derrière les États-Unis? Ils viennent planter une bombe démographique au Liban afin que celle-ci explose et mette un terme au Hezbollah, qu'ils enlisent dans une guerre interne, que l'ensemble arrête parce que cette bombe, cet incendie qu'ils se promettent d'allumer au Liban ne, 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 ne s'empêchera pas d'embraser l'ensemble du Moyen-Orient. Voilà. Voilà ce qui se prépare au Liban. Merci beaucoup, professeur. Pour des raisons de temps, on va conclure ici. C'était extrêmement intéressant et important tout ce que vous avez dit. Nous vous remercions beaucoup et on donnerait rendez-vous à nos spectateurs donc à l'émission de l'Institut Schiller samedi 13 avril à partir de 17 heures temps de Paris pour aborder les solutions possibles, notamment à travers la question de l'eau et de la coopération pour tous les pays dans la région. Merci, professeur. Bonne fin de journée. À Soyez les bientôt. bienvenus, cher ami. Et Au mes revoir. salutations et avec tous mes voeux pour, pour cette conférence qui va être certainement prometteuse, comme l'ensemble de vos conférences dont j'ai pris part à certaines. Merci. Soyez les bienvenus. À Je bientôt. vous en Au prie. revoir.